Alors, on va pouvoir commencer. Apparemment, tout le monde est là. Donc, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir sur notre visio-conférence sur la thématique « Comment construire une politique sociale du logement » organisée par la ville du Kremlin-Bicêtre. Je suis Antonella Francini et je vais animer la discussion de ce soir. Je suis en compagnie virtuelle de Catherine Sabat et de Élie Akmar, nos deux invités. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Donc, nos deux invités suivent de très près la question du logement en France. Pour le déroulé de la conférence, ça va commencer par 30 minutes d'échange entre nos deux invités que je vais vous présenter. Et après ça, dans une trentaine de minutes, vous qui regardez la visioconférence depuis chez vous, vous pourrez leur poser vos questions avec deux possibilités. Ou bien vous levez la main sur Zoom et on vous donnera la parole dans l'ordre des demandes. Pour les plus timides ou ceux qui sont moins à l'aise avec cette technologie Zoom, vous pourrez poser vos questions dans le chat et je les lirai, on y répondra en direct. Donc, je vais vous présenter nos deux invités. Catherine Sabat a été journaliste pendant 10 ans aux Échos, où elle écrivait sur l'immobilier, l'urbanisme, l'architecture et bien sûr le logement. Après avoir beaucoup raconté les histoires des autres, elle a décidé d'agir et en 2019, elle a fondé l'Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. L'Idéal est un centre de recherche et de formation qui participe à la création d'une vision commune et qui s'adresse à différents acteurs du logement, publics ou privés, les promoteurs, les associations, les chercheurs et même les journalistes qui en parlent. Eddy Jacquemart, quant à lui, est conseiller municipal à la mairie de Lille, mais il est surtout président de la CNL, la Confédération nationale du logement. Fondée en 1916, la CNL est une association à caractère syndical qui compte aujourd'hui plus de 70 000 familles adhérentes sur tout le territoire français et qui défend un logement accessible et agréable pour tous les citoyens, quelles que soient les conditions sociales ou leurs ressources. Pour en revenir au thème de notre visioconférence, la politique sociale du logement, c'est un sujet assez vaste qui fait intervenir, comme je l'ai dit, différents acteurs, l'État, les collectivités territoriales, les mairies, et puis des acteurs privés, les propriétaires ou les promoteurs immobiliers, et des associations, et enfin, bien sûr, les citoyens, les personnes qui habitent et qui ont besoin de logement. Quand on parle de logement, on a tendance à utiliser des mots assez techniques, et le sujet peut sembler un peu inaccessible, mais c'est une question qui est centrale pour chacun d'entre nous. Et l'année 2020 nous l'a rappelé assez brutalement. Il y a un peu moins d'un an, nous tous, Français, 65 millions de Français se sont retrouvés bloqués chez eux pendant 2 mois. Et depuis, on n'est pas beaucoup sortis non plus. Donc voilà, presque un an que les étudiants font cours à la maison, que beaucoup de travailleurs ont transformé leur salon en bureau, comme nous. Une chose est sûre, c'est que la pandémie a ramené le logement au cœur des discussions et du débat public. Les images de la précarité dans laquelle vivent une partie des Français se sont multipliées à la télévision et dans la presse en général. Mais même avant le Covid-19, on parlait déjà d'une crise du logement. Alors, la première question que j'avais envie de poser à nos invités ce soir, c'est est-ce que la pandémie a accentué une crise du logement? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça a changé? Donc, je vous laisse, je ne sais pas qui veut commencer, Catherine ou Eddy. Honneur aux dames. Je me lance. Merci beaucoup pour cette invitation et puis j'espère qu'on va pouvoir apporter des réponses intéressantes. Ce que la crise a changé, vous venez de le rappeler en quelques mots, c'est-à-dire que subitement, on s'est retrouvés tous renvoyés à notre condition d'habitants, ce qu'on est tous les jours, mais ce qu'on a tendance à oublier quand on peut sortir, quand on peut aller au bureau, quand on peut partir en vacances ailleurs, quand on peut profiter des espaces extérieurs. Là, on s'est retrouvés cloîtrés à la maison, renvoyés à nos pénates. Et finalement, le logement, qui est déjà un bien essentiel dans la vie de chacun d'entre nous et un bien quotidien, l'est devenu encore plus. Et puis, a révélé certains de ses défauts, puisqu'on s'est retrouvés à tout faire à la maison, faire l'école, faire du sport, se distraire, se cultiver, vivre 24 heures sur 24 et souvent trop nombreux parce que finalement le logement n'est pas fait pour accueillir 24 heures sur 24 tous les membres de la famille. Et on s'est aperçu que ces logements avaient quelques défauts. Donc, peut-être pas assez de lumière, peut-être qu'ils étaient trop petits. Parfois, il manquait un accès à l'extérieur, un balcon ou un jardin. Enfin, on l'a assez entendu. Et à Idéal, on a fait un sondage dès le mois de mars auprès de tous ceux qui ont bien voulu y répondre. Et on a obtenu 8000 réponses et
un résultat extrêmement clair, c'était que ce qui manquait aux Français dans cette période, c'était de la surface, de la lumière et un accès à l'extérieur. Alors évidemment, quand on est enfermé chez soi, c'est évidemment ça qui manque et on a l'impression d'être à l'étroit et que les murs se resserrent. N'empêche que ça dit en creux, peut-être, ce qu'on ne fait pas assez quand on construit des logements ou ce qu'on ne fait pas bien, c'est-à-dire apporter ces éléments de confort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion vers laquelle nous mène la pandémie, c'est comment faire des logements de meilleure qualité, alors accessibles le plus possible et au plus possible de monde. Donc, il y a une question de prix, une question de localisation, etc. Mais aussi une question qu'on se posait un peu moins quand on parlait de la crise du logement, c'est quelle est la qualité du logement et comment on peut la définir. Et ce n'est pas que des éléments subjectifs. C'est-à-dire que quand on parle de taille, de lumière, de nombre de fenêtres, de nombre de chambres, etc., on peut très vite arriver à un référentiel qui est objectivé et du coup auquel on peut répondre. Vous voulez poursuivre, Eddy? Oui, alors moi, évidemment, je suis d'accord avec ce que Catherine vient de présenter. Je rajouterais simplement en fait que pour nous, on a constaté en fait à la CNL que finalement, en fait, cette pandémie, elle a mis en lumière encore plus les injustices qui pouvaient exister dans le cadre justement du logement. Euh, alors on parle le logement étant un bien, moi je dis que le logement c'est un droit et que on se rend compte que finalement le confinement n'a pas du tout été le même quand on était dans un pavillon de banlieue ou un pavillon en province avec un grand jardin, une piscine et puis tout ce qui allait bien que quand on était dans un HLM en banlieue parisienne par exemple où on était en surpopulation à la maison avec tout ce que vient de décrire Catherine, tous les actes de la vie quotidienne et professionnelle et éducative qu'on devait faire sur un même endroit. Voilà, donc je pense que cette crise de pandémie, et je crois qu'en premier lieu, en fait aussi, on doit se dire que quand on a une crise comme ça pandémique, déjà la première chose, c'est avoir un logement. Parce que la grosse difficulté, c'est qu'il y avait des gens qui n'en avaient pas et qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain aussi à errer dans la rue, même s'il y a eu des mécanismes qui ont mis à l'abri les SDF. Je crois que le premier problème qu'on a repéré, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de logement. Et quand on quand on habite dans un logement de mauvaise qualité, eh bien, quand on doit vivre H24 dans ce logement de mauvaise qualité, eh bien, c'est encore pire. La, comment dire, les difficultés, elles explosent en fait. Et on a vu aussi apparaître beaucoup de difficultés, notamment de tensions dans les familles, avec la violence aussi qui pouvait naître de certains comportements, hein, la violence faite aux enfants, aux femmes, aux conjoints. Tout ça, c'est des choses qui se sont révélées pendant cette crise du Covid. Et on savait qu'il y avait une crise du logement en France, mais je crois que là, c'est apparu encore plus fort, avec aussi, euh, comme on avait un confinement avec aussi des problématiques économiques, la crainte aussi de perdre son logement, si si on a perdu son travail pendant le confinement ou si on a été au chômage partiel pendant le confinement, eh bien, on avait la crainte de le perdre, ce logement qui quelque part, était une protection contre la pandémie. Et donc, tout ça, ça a eu beaucoup d'effets aussi anxiogènes pour beaucoup de familles, avec tout ce qu'on vient de dire, pour des quotidiens compliqués pour les familles, et hélas, encore une fois, les familles les plus modestes, parce que je crois on n'a pas tous vécu le même confinement en fonction de l'endroit où on habitait et de la façon dont on habitait. Voilà, donc je crois que, je dirais moi, pour résumer mon propos, c'est cette crise et ce confinement et qu'on vit encore aujourd'hui, eh bien, ça met en lumière les injustices encore plus flagrantes dans le terme du logement. Vous avez soulevé plusieurs critères
qui nous permettent de définir ce que c'est que d'être bien logé. On a vu que beaucoup de Français ne l'étaient pas. Donc, dans ces critères, vous avez soulevé la qualité du logement, qui veut pouvoir dire l'espace, la luminosité, l'emplacement, en fait, le prix, toutes ces choses qui font qu'on est bien logé. J'aimerais qu'on revienne sur les termes qu'on utilise dans cette conférence ce soir, la politique sociale du logement. Quelle serait votre définition de cette politique sociale du logement? En fait, quel serait l'idéal ou qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but pour que les Français soient bien logés chez eux, pour qu'il y ait un équilibre là-dedans? Alors, si on regarde le projet de loi de finances pour 2021, qui était un document dans lequel il y a une sorte de feuille de route qui est annoncée par un gouvernement qui ensuite met en face un certain budget. Il est dit que la politique du logement doit servir à loger tous les Français et à rétablir une égalité entre les territoires. On pourrait la définir comme ça. Après tout, Eddy Jacquemart disait, c'est pas un bien, c'est un droit. Il a raison. Hein. Je pense que effectivement, le but d'un ministère du logement, c'est de s'arranger de manière ou d'une autre, pas forcément en fournissant des logements, mais en s'arrangeant pour que l'industrie de ce secteur fonctionne bien et que finalement ce qui est fabriqué soit accessible à tous. Donc, quand on entend politique sociale du logement, on a plutôt tendance à penser logement social, mais ce n'est pas que le logement social, parce que le logement social, il faut savoir que théoriquement, 70% des Français y auraient accès si on s'attache aux critères de revenus, mais qu'en fait, c'est beaucoup moins parce qu'on n'en construit pas assez, parce qu'il n'y en a pas assez pour des tas de raisons. Donc, la politique sociale du logement, moi, je pense que c'est vraiment de rendre accessible à tous différentes formes de logement. Alors après, c'est du logement collectif, du logement individuel, du logement localisé dans différents endroits, du logement plus ou moins cher, mais en tout cas d'avoir une gamme de logements qui permet un parcours résidentiel. Ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est le fait de commencer peut-être locataire dans un petit logement et puis après devenir propriétaire dans un petit peu plus grand, etc. Ou pas d'ailleurs, parce que la propriété, c'est pas non plus un but en soi, mais en tout cas de s'arranger pour que chaque famille dispose d'un espace suffisant. Finalement, si on regarde bien les études qui sortent aujourd'hui, les logements sont souvent petits dans les zones denses. La Pure a sorti une étude pendant le confinement qui montrait qu'il y avait énormément de logements qui étaient surpeuplés en Île-de-France. Et qu'est-ce que ça dit du logement surpeuplé? C'est aussi un logement où, pendant la crise, le virus s'est plus répandu qu'ailleurs. Et finalement, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette prise de conscience aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du logement. Le logement, au début du quinquennat, était vraiment maltraité. Le secteur de l'immobilier a été vraiment maltraité. Aujourd'hui, on a l'impression que ça émerge du débat public. Il y a des aides qui sont mises en place. Il y a une attention qui est portée. On verra ce que ça donne. Hein. Moi, je donne pas un blanc-seing et je n'ai pas forcément une confiance absolue, mais on peut constater ça. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et pourquoi? Eh bien, parce que, justement, on s'est aperçu, alors que nous, on le sait tous intuitivement, et chacun d'entre nous le savons tous, mais le logement, c'est un droit essentiel. Et voilà, sans logement, on ne peut pas se construire, on ne peut pas avoir une famille, on ne peut pas trouver un boulot parce qu'on n'a pas d'adresse. Enfin, voilà, c'est la mère de toutes les politiques publiques. Donc, la politique sociale du logement, c'est juste une politique du logement, à mon avis. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, Eddy? Oui, moi je dirais en fait la politique sociale du logement, c'est éminemment politique. C'est-à-dire, c'est une volonté politique ou non justement de satisfaire ce besoin, ce droit fondamental d'avoir un droit, d'avoir un toit. Donc je crois que d'abord faut replacer les choses dans un contexte pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le nerf de la guerre, c'est le financement. Et je crois que l'État a un rôle particulier à jouer dans le cadre d'une politique sociale du logement, notamment dans le cadre du financement. Et je dois dire qu'on n'a pas été gâté depuis les précédents quinquennats, puisqu'on avait un président de la République, François Hollande, qui avait promis le doublement de ce qu'on appelle, et je ne vais pas être trop technique, de l'aide à la pierre, qui est simplement en fait une subvention à la construction des logements sociaux, donc qui permet de sortir des loyers peu chers du sol. Et donc, cette aide à la pierre, en fait, elle devait être doublée. Elle n'a pas été doublée du tout par François Hollande. Et finalement, M. Macron, il en a quand même
il a quand même finalement supprimé quasiment l'aide à la pierre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, Et on baisser a les APL. et baissé les APL en même temps. Donc Oui. ça veut dire que et baisser les APL et surtout assécher les trésoreries des organismes bailleurs sociaux. Donc ça veut dire que le problème de l'État, c'est que aujourd'hui, moi je suis inquiet, on est tous inquiets à la CNL justement de cette politique non sociale du logement, puisque l'État, en fait, qui est normalement le garant de l'équilibre de la dynamique de construction du logement social, qui quand même est une réponse sociale au logement, eh bien, l'État s'est désengagé. Par contre, il n'y a pas que l'État qui peut aujourd'hui intervenir dans le processus. Et moi, je voudrais prendre deux exemples pour que les auditeurs ce soir ils comprennent bien les choses. C'est qu'il y a aussi les collectivités locales, c'est-à-dire les départements, les villes, voilà, les métropoles, qui peuvent, elles, se saisir d'une volonté politique. On voit bien que l'État, lui, il est dans le désengagement du financement, mais par contre, on a aussi des collectivités, c'est le sens contraire, des collectivités locales qui, elles, au contraire, décident d'investir beaucoup sur le champ du logement social. Je vais prendre l'exemple de Paris. Paris, entre 2014 et 2020, la précédente mandature, ils ont investi près de 3 milliards d'euros d'investissement dans le logement. Ça veut dire que c'est la première dépense du mandat de Paris, parce ils savaient que c'est un engagement politique de leur part de vouloir construire du logement social sur Paris, où c'est compliqué puisqu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Et en plus de ça, ils ont aussi transformé des mètres carrés en bureaux. Donc ça veut dire que là, on a une collectivité qui, indépendamment de l'État qui se désengage complètement du financement du logement social, on a une collectivité qui, au contraire, s'investit et fait les choses. A contrario, on a une présidente de région qui est arrivée à la tête de la région Île-de-France, je vais parler d'Île-de-France, qui est Madame Pécresse, qui, en 2016, quand elle est arrivée, la première chose qu'elle a faite, elle a retiré les aides au logement, aux constructions de logements sociaux pour les villes qui avaient déjà 30% de logements sociaux sur leur territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se rende compte que la politique sociale du logement, c'est porté donc soit par l'État, mais aussi par des volontés ou non politiques. Voilà, donc je crois que c'est important. On a vraiment dans le quinquennat de M. Macron une grosse inquiétude parce qu'en fait, on a assisté non seulement à ce désengagement de l'État sur l'aide à la pierre, l'aide à la subvention pour sortir du logement social pas cher, mais aussi l'assèchement des trésoreries des organismes sociaux, puisqu'il y a eu une ponction quand même assez incroyable dans ce pays, puisqu'on a eu les lois de finances, tout à l'heure Catherine en parlait, les lois de finances, mais il faut rappeler la loi de finances de 2018 qui a été annoncée en 2017, où l'État il annonçait de ponctionner 2 milliards d'euros dans les caisses des organismes sociaux. C'était quand même hallucinant. Ça veut dire que là, on avait une contre-politique sociale du logement qui était en train de se préfigurer. Et ça, c'est très grave pour l'ensemble de la population. Parce que pourquoi il y a une politique sociale du logement? C'est parce qu'à un moment donné, l'État, il avait estimé, et c'est vieux puisque ça date de 1912, la première loi sur le logement social, la loi Bonnevet, pour faire un petit peu d'historique, mais l'État, il avait compris que le marché privé ne pouvait pas tout faire. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les choses, il s'agit de réguler les choses et de trouver un équilibre entre les différentes catégories de logement, puisqu'on parle de logement privé, on parle de logement social, et tout ça, il faut qu'on ait un bon équilibre. Et actuellement, on est en train de déséquilibrer les choses et c'est plutôt dangereux pour la population. Voilà. Je crois aussi qu'il y a une loi qu'il faut absolument respecter, c'est la loi SRU, la loi Solidarité urbaine, qui a été votée en 2000. On a fêté les 20 ans là, de cette loi, qui oblige donc les villes à construire 25% de logements sociaux dans leur territoire. Et on entend des petites chansons, des petites musiques où bah, ça serait bien de réduire le pourcentage, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des mesures protectrices aussi et d'équilibre de la mixité sociale dans le territoire
qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Et ça, je pense que c'est important. Si on veut parler de politique sociale du logement, je pense qu'on doit mettre aussi en avant la sécurité, la loi SRU. Si Catherine, vous voulez pas continuer là-dessus, moi j'avais une question à vous poser. Dans ce qui vient d'être dit, évidemment, le mot politique nous renvoie directement à l'État. On sent que le rôle est central de l'État, que ce soit un rôle de régulation, de contrôle, de soutien, d'encouragement au marché immobilier. L'État a un rôle prépondérant. Et quand on parle de politique sociale du logement, bon, on a des acteurs qui ressortent directement, les propriétaires de bâtiments, l'État, et puis à une échelle plus locale, les collectivités territoriales, les mairies. Mais on voit avec vous deux, avec Elisabeth Mar et Catherine Sabat, que d'autres acteurs ont aussi une influence, donc les associations, les syndicats, les think tanks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la politique du logement n'est pas seulement une question de balance entre le secteur privé et public? Comment vous pouvez jouer là-dessus? Qu'est-ce que vous faites concrètement qui influence dans le logement? C'est quand même grosso modo un équilibre entre les acteurs privés et les acteurs publics qui sont d'un côté, comme le disait Eddy, l'État et les collectivités, et puis de l'autre côté, des entreprises qui sont des promoteurs, des bailleurs, et puis entre les deux, éventuellement des aménageurs qui s'occupent de découper le territoire. Mais en fait, ce pourquoi Idéal a été créé, c'est que on a l'impression que cette crise du logement, elle vient aussi du fait que tous ces acteurs restent un peu campés sur leur position et ont du mal à dialoguer entre eux. Ils ne défendent pas en fait les mêmes intérêts. Donc, on défend, enfin, tous réfléchissent à la manière, tous devraient réfléchir à la meilleure manière de fabriquer des logements de bonne qualité. En fait, certains réfléchissent surtout à faire fructifier leurs entreprises, d'autres à soigner leur carrière politique, etc. Donc, il y a vraiment des questions de conjoncture, des questions d'ego, etc., qui font que souvent on perd l'objectif final qui est le logement. Et donc, l'idée d'Idéal, c'est de mettre tous ces gens ensemble, de les faire dialoguer dans un endroit où la parole est libre et où chacun n'arrive pas avec son corporatisme et ses intérêts à défendre. C'est pas facile hein, parce que c'est des institutions hein, qui sont vraiment très anciennes, très solides, très puissantes et qui n'ont pas forcément envie de descendre un peu de leur position. Donc, c'est compliqué. Mais je crois aussi que alors moi, je suis plus optimiste que Eddy, je pense, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'époque, de marketing, d'opportunité politique, d'opportunité électorale, hein, parce qu'il faut quand même bien voir que finalement, le logement présenté comme un sujet social, c'est peut-être une manière facile d'amener le tournant social de la politique du gouvernement Macron, même si c'est qu'en affichage. Donc, on verra ce que ça donne, encore une fois. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être une petite fenêtre de tir justement dû à la pandémie, qui a fait que le logement est devenu un sujet dont on parle plus volontiers dans les journaux, en politique, dans les entreprises, que les promoteurs réfléchissent un peu mieux à la façon dont ils pourraient travailler. Alors, soit que la solvabilité des ménages arrive à un certain niveau, donc ils se disent que ils vont plus vendre, soit que il faut qu'ils produisent autrement. Les chiffres de la production et des ventes sont en train de se casser la figure, la production neuve. Alors, que les prix baissent, c'est plutôt bien, tant mieux, mais sauf que si les prix baissent, c'est la production qui baisse et ils vont remonter parce qu'il y aura une pénurie. Donc, c'est un peu aussi paradoxal comme manière de fonctionner. Mais voilà, l'idée de sortir des corporatismes et qui crée la crise du logement et qui la font perdurer, je pense que c'est un beau combat. Vous avez un rôle de recentrement et de médiation entre ces différents acteurs. Est-ce que c'est aussi votre cas, Eddy, avec la CNL, avec la Confédération nationale du logement? Alors, moi, je crois, en fait, avant de répondre à la question, je pense qu'il faut replacer les choses, en effet, dans des sujets un peu plus compliqués. C'est vrai que le logement social, en fait, il est issu de très vieilles lois,
Catherine en parlait d'institutions, donc il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a aussi l'argent des salariés qui finance le logement social avec Action Logement et qui devient la deuxième. Il y avait la banque, la Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu la banque, de l'État en fait, qui permet d'accorder des emprunts aux organismes HLM qui veulent construire. Mais on a maintenant l'Action Logement qui se fait complètement kidnapper en fait par l'État et qui devient la deuxième banque de l'État, alors que normalement c'est l'argent des travailleurs, l'argent des salariés qui devrait servir à la mutualisation du financement du logement social. Et donc moi je crois qu'aussi il faut que les citoyens, et il faut qu'on donne davantage de place aux citoyens, notamment il faut savoir que dans les conseils d'administration des organismes HLM, et ça c'est une bataille qu'a gagné la CNL, en tout cas mes prédécesseurs, on a réussi à obtenir qu'il y ait des représentants des locataires dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. C'est une élection importante qui passe complètement sous silence parce que l'État ne donne pas les moyens de la communication. Donc, je ne sais pas qui c'est aujourd'hui, à part les locataires HLM, mais que tous les 4 ans, il y a une grande élection en France. C'est 10 millions de personnes qui choisissent leurs délégués pour siéger dans les conseils d'administration. Et donc, nous, la CNL, excusez-moi, on siège donc dans les conseils d'administration et ça permet aussi d'avoir du poids. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait davantage de droits et qu'on ait davantage de poids dans ces conseils d'administration. Et ce n'est pas du tout dans l'air du temps, puisque avec la volonté de l'État de recentrer, de fusionner les organismes sociaux, où maintenant on avait des petits organismes où on pouvait dialoguer directement avec les dirigeants, on va avoir des organismes sociaux, des organismes HLM, où il va y avoir 35 000 logements. Ça veut dire que le pauvre élu des locataires, il va représenter 35 000 locataires avec les mêmes moyens et le peu de moyens qu'il a. Donc je pense qu'il y a des efforts de démocratie participative à faire, et notamment de ne pas réinventer la poudre, de donner davantage de droits aux locataires élus dans les conseils d'administration, parce qu'on peut faire avancer les choses. On peut défendre les intérêts, évidemment, des locataires et entretenir une concertation avec les bailleurs sociaux et faire avancer véritablement le quotidien des habitants et des locataires. Et je pense que ça, c'est un axe de progrès que nous souhaitons, nous, à la CNL. D'ailleurs, il y aura des élections aussi en 2022 des locataires dans le parc social. Et je vais dire que là aussi, il faudra que les locataires se mobilisent. Déjà, la première chose, c'est d'aller voter, parce que c'est important de pouvoir voter, puisque là, on peut voter pour des représentants, et tout le monde peut voter. Il suffit, il suffit d'être locataire, d'avoir un contrat de location. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont locataires du parc social peuvent voter, qu'ils soient français ou pas français. Donc, ça veut dire que c'est important, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'élections, je pense, à part les parents d'élèves, où les personnes qui ne sont pas de nationalité française peuvent voter. Donc, c'est vraiment de la démocratie de proximité, et c'est dommage qu'on ne le mette pas assez en avant, parce que je pense que ça permettrait aussi de rétablir des liens entre la politique, le quotidien des habitants. Voilà, donc je pense que là aussi, on a un rôle à jouer, et d'ailleurs, on appuie aussi sur la pédale quelquefois un petit peu de la négociation et de la résistance, notamment avec les bailleurs sociaux et puis l'État, parce que je pense qu'on a besoin aussi de faire du lobbying politique pour qu'on change le quotidien des habitants dans les quartiers. Non, mais c'est très important de parler effectivement de participation, de participation au débat public, de participation au vote, etc. Parce que finalement, les habitants, c'est toujours les moins concertés et c'est les plus concernés, qu'on parle de gestion du logement social, qu'on parle de construction neuve, de choix pour les habitants, etc., d'aménagement des quartiers. Finalement, ils arrivent, eux, et puis ils sont bien obligés de louer ou d'acheter, en tout cas d'aller habiter dans ce qui est. Et ils n'ont pas le choix, et ils sont généralement en plus contraints par leurs moyens financiers, puisque l'immobilier a augmenté de manière extrêmement forte depuis 20 ans. Donc, se dire qu'on va parler de la demande et pas forcément tout le temps faire une politique de l'offre en disant nous, de toute façon, on sait très bien ce dont vous avez besoin et on va vous proposer les logements qu'il vous faut, ça ne marche plus comme ça. Donc, moi, je suis pour une
un réveil des locataires, un réveil des propriétaires, qu'ils aillent manifester dans la rue. Il y a des pays où ça se fait, il y a des pays où contre les loyers chers, il y a eu des manifs. Moi, je trouve qu'en France, c'est le DAL, le droit au logement, qui occupe un peu ce terrain de manière On comme y ils va aussi peuvent. quand même, la CNL, hein, dans les rues, hein, avec Ah, ces il n'y a pas locataires. beaucoup de manifs de locataires quand même. Si, il n'y en a Ah, pas. si, si, si. Et puis en plus, Catherine, vous utilisez un terme qui me plaît beaucoup parce que vous parlez du réveil des locataires. Il faut savoir que c'est le nom de notre journal, le premier nom de notre journal à la CNL, Ah puisqu'on a ben, un je ne savais journal pas, pour les vous voyez. adhérents et qui s'appelle le réveil des locataires. Et justement, Voilà. je pense que les locataires, mais vous avez raison, les locataires, ils ne se mobilisent pas assez. Ça prouve bien qu'ils sont Ils ne se mobilisent endormis pas s'il assez. faut les réveiller. Donc. Voilà, voilà. Bon, ça fait 30 minutes qu'on a commencé la mission conférence. Merci beaucoup, Catherine et Edith, pour cet échange. On a déjà reçu une question dans le chat, donc on va commencer la séquence des questions. N'hésitez surtout pas, vous regardez, à poser vos questions. On a un œil sur la discussion. Si vous voulez intervenir directement, c'est possible aussi. Donc, je vous lis la première question qui nous a été posée par Youss. Le BIM peut-il régler toutes les problématiques de logement social liées à la gestion, l'exploitation et à la maintenance? Peut-être il faut rappeler ce que c'est le BIM d'abord, et ensuite on pourra répondre à cette question. Donc, je vous laisse définir. C'est le Building Information Modeling, donc des nouveaux outils de modélisation, c'est ça? Oui, alors le BIM, c'est un outil qui permet à la fois de… moi, je ne considère pas que ce soit un outil de conception, mais c'est un outil de fabrication et de gestion qui permet, via une modélisation 3D, d'avoir la maquette d'un immeuble et de voir comment il fonctionne, comment il évolue, et de pouvoir intervenir en termes de maintenance et pendant le chantier de sa construction de manière plus efficace, plus rapide, en faisant intervenir tous les corps de métier de manière plus concomitante plutôt que chronologique. En termes de construction, je ne pense pas que ça règle quoi que ce soit, parce que ça améliore un petit peu plus la fluidité des chantiers, ça va plus vite, ça n'a pas fait baisser les prix, que je sache. En termes de gestion, et d'exploitation, si on a un immeuble virtuel dans lequel on sait où intervenir avec une banque de matériaux sur lesquels, enfin, dans laquelle on peut aller piocher. En fait, au lieu d'avoir 12 armoires de plans et des données éparpillées partout, on a les données qui sont regroupées dans un serveur, on va dire. Hein. Donc, peut-être qu'en termes d'exploitation, ça peut aider. Mais je ne suis pas sûre que la crise du logement, elle soit due à des problèmes d'exploitation ou de maintenance des bâtiments. Elle l'est dans un certain sens, mais il n'y a pas que ça, quoi. Le BIM ne va rien résoudre dans l'accès au logement, à mon avis. Alors, Eddie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la question de Youss, sur le BIM? Moi, je dirais, ce qu'il faut peut-être, c'est replacer ce qu'on disait tout à l'heure hein, dans les précédents échanges, c'est replacer aussi l'habitant au cœur des décisions, en fait, avec les choix, demander aux gens comment ils veulent habiter, en fait. Voilà. Mm. Parce que je pense que trop souvent, un jour, j'ai discuté avec une habitante et elle me disait, une locataire, elle me dit, mais M. Jacquemart, je ne comprends pas, les architectes, ils habitent dans les logements, ils habitent dans des maisons, parce que franchement, on a l'impression que euh, on construit les choses pas pour nous, pas pour nous. Donc il faut, je pense, remettre les habitants au cœur des choix qu'on va faire dans les choix de construction parce que c'est eux qui y vivent et c'est eux qui ont le besoin le plus proche de la réalité. Effectivement, c'est pas une question d'outils, en fait. C'est-à-dire, c'est pourquoi on fait du logement et pour qui on fait ces logements. Et nous, on a produit une étude idéale d'un chercheur qui est architecte, mais qui montre très clairement que finalement, si les cuisines ont rétréci, si on a fait des logements qui ne sont plus doublement orientés, mais qui sont tous alignés du même côté de la façade, si on a des pièces qui sont de plus en plus petites, etc., c'est aussi parce qu'on applique un certain nombre de normes et donc
si on fait ça, on peut le faire aussi à travers le BIM, mais je dis encore une fois, c'est qu'un outil. Mais en tout cas, c'est parce qu'on applique un certain nombre de normes qui sont des normes techniques et qui sont des normes de rentabilité financière qui font que, on ne va pas faire une façade comme ci parce que ça va coûter trop cher. On va aligner tous les appartements le long d'un couloir et puis on en mettra autant de l'autre couloir parce que ça coûte moins cher. On va faire des petits appartements parce qu'on peut les vendre en défiscalisation et qu'au-delà d'un certain montant, au-delà de 300 000 euros, les gens n'achètent plus en défiscalisation. Donc, ce n'est pas la peine de faire des logements plus grands. Enfin, il y a tout un tas de réactions ou de réflexions qui sont assez cyniques finalement. Quand je disais tout à l'heure que les fabricants de logements, ils voulaient d'abord faire tourner leurs entreprises plutôt que de fabriquer des bons logements, pour certains en tout cas, ces réactions ou ces façons de faire assez cyniques donnent ce qu'on produit aujourd'hui, c'est-à-dire des logements qui ne sont pas de très bonne qualité et dont la qualité spatiale, environnementale, de confort tout simplement, est en train de se dégrader et se dégrade depuis plusieurs années. Enfin, il faut demander à des architectes, à des promoteurs, même les promoteurs le disent quand même, alors que c'est eux qui le font. Oui, il y a une méchante tendance où on voudrait faire du logement low cost, notamment pour répondre à des besoins des populations les plus défavorisées, où moi j'ai entendu des choses horribles où on disait, bah oui, mais de toute façon, on ne va pas faire deux bacs à vaisselle dans la cuisine parce que de toute façon, comme ça, ils feront des économies d'eau. On ne mettra pas de parking parce que de toute façon, ils n'ont pas les sous pour avoir une voiture. Enfin, des choses horribles. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas tomber justement dans ces problèmes d'économie à tout prix et de vouloir faire des logements qui ne soient pas de qualité pour les habitants. Alors, Gus vous remercie pour, je cite, vos excellentes réponses. Entre-temps, on a reçu une autre question dans le chat de la part de Jean-Philippe qui dit « Bonjour, les nouvelles modalités de vente de logements où le foncier est dissocié du bâti sont-elles une véritable solution d'avenir dans les zones tendues ?» J'y vais, c'est encore moi qui commence. Moi, je peux, ça ne me dérange pas. Ah ben, allez-y, Catherine. Oui, alors ça, c'est un nouveau mode d'accès à la propriété, disons, qui s'appelle le bail réel solidaire et qui est organisé par des offices fonciers solidaires. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il y a un organisme public, soit une collectivité, soit un bailleur social, qui porte le terrain, donc qui est propriétaire du terrain, sur lequel est construit un immeuble ou une maison ou un immeuble dans lequel seront vendus des appartements. Et en fait, on enlève le prix du terrain du prix global de l'appartement. Donc, les gens deviennent propriétaires des murs, mais pas du sol. Et en fait, selon les endroits et dans les régions tendues, le sol, ça peut... dans les régions où l'offre où la demande est très forte, le sol peut représenter jusqu'à 40 à 50% du montant total du logement. Là, dans les OFS, on dit qu'on arrive à vendre des logements à peu près 30% moins chers. Et donc, on est propriétaire, mais on a le droit de revendre, mais quand on revend, il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire que c'est un système qui bloque la spéculation pour toujours. Alors, pour ça, il faut que effectivement ce soit porté par un organisme public parce que sinon on peut s'imaginer qu'un jour le terrain sera revendu moyennant une plus-value. Et puis il faut que les règles de la revente soient très bien encadrées, mais c'est le cas. Évidemment aussi les ménages qui ont accès à ce genre de logement sont contraints par un plafond de ressources. Et ils doivent, en plus de ce qu'ils payent comme traite à leur banque, puisqu'ils font un emprunt pour devenir propriétaire, ils payent une petite redevance qui correspond à l'usage du prix du terrain. Donc, ça peut être un bon moyen, à condition que ce soit vraiment maîtrisé, parce qu'on a tendance un peu parfois à comparer ça à ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, on dit, voilà, le sol est municipalisé, etc. Mais sauf qu'en Angleterre, toute la spéculation a été reportée sur les murs. C'est-à-dire que le marché immobilier de Londres, tout le monde sait très bien qu'il est totalement hors de prix et hors de contrôle. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas posséder le sol qui permet de payer moins cher. C'est le fait d'encadrer les règles de revente et d'encadrer les règles d'occupation de ces logements. Mais c'est sans doute un bon système. Alors aujourd'hui, ça concerne, je crois, quelques centaines de logements en France, mais il y a presque 30 offices fonciers solidaires sur tout le territoire qui réfléchissent à la manière de
de produire de ces logements. Après, il y a un petit risque, si on est très cynique et si on regarde à un horizon assez lointain, c'est de se dire, parce que ces logements en OFS, enfin en BRS, sont considérés comme du logement social. Et on pourrait imaginer, en étant très, très machiavélique, de se dire que peut-être que l'État, en poussant ou en autorisant ce genre de système, finit de se retirer du logement social. Parce que finalement, on fabrique du logement social dont les gens sont propriétaires, mais dans lequel l'État n'a plus aucun rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il n'apporte plus aucune aide financière et il se retire et finalement fait diminuer un certain nombre d'aides de la politique du logement. C'est une vision à très très long terme parce que, comme je vous disais, pour l'instant, ça concerne quelques centaines de logements, quoi. Et puis le parc social, il existe quand même. Mais voilà, on peut se poser la question, je pense. Alors, en attendant la prochaine question, je vous fais part de réactions qu'on a reçues par le public qui nous regarde sur Facebook également. Donc, MoGS nous dit: la politique de logement est une conséquence de la politique urbaine de la région. Ce sont des normes pour pallier à l'impossibilité de loger tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Sinon, on peut enchaîner sur d'autres questions. Mais est-ce qu'il y avait une question là? C'était une remarque sur Facebook par rapport à ce qui était dit. Donc, ça confirme que les régions, elles ont leur mot à dire, notamment dans le financement du logement social. Donc, ça veut dire que les choix qu'on fera au mois de juin auront des conséquences directes aussi sur la politique du logement. Est-ce qu'on a un État, que moi je suis quand même, Catherine est un petit peu plus optimiste, mais moi je profite de le dire aussi, c'est qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, M. Macron, n'a cessé de vouloir changer le modèle du logement social en France, parce que je rappelle quand même qu'on a un modèle, ce qu'on appelle un modèle généraliste, ça veut dire qui permet au plus grand nombre d'accéder au logement, même s'il y a des plafonds, et qui veut transformer ce modèle en modèle résiduel, c'est-à-dire réserver le parc social aux populations les plus fragiles économiquement, ce qui est très dangereux, puisque l'Angleterre, justement, on le citait tout à l'heure, et l'Angleterre, elle a fait ça du temps de Madame Thatcher, et elle s'est retrouvée avec des logements sociaux aujourd'hui qui sont complètement ingérables, et on a dû remettre beaucoup d'argent de l'État, parce que sinon, c'était devenu des, des vraies zones de danger. Et donc, ça veut dire que le vernis social qu'on est en train de nous vendre actuellement, notamment avec quelques annonces du gouvernement, moi, ne me rassure pas du tout. Au contraire, j'entends des choses encore assez inquiétantes, notamment, on voudrait faire un contrat à durée déterminée pour les locataires du parc social. Donc ça, à mon avis, ça ne va pas du tout dans le sens d'une politique sociale progressiste. Au contraire, on veut faire sortir les moins pauvres du parc social pour y mettre des populations encore plus en difficulté, alors qu'il faudrait absolument, absolument construire massivement du logement social. D'ailleurs, je regrette que dans le plan de relance qui a été présenté l'année dernière, en automne l'année dernière, on n'ait pas mis en avant davantage la construction. On est parti sur de la rénovation, ce qui est intéressant, mais moi, je pense qu'il faut vraiment construire et après la guerre, parce que là, on vient de vivre une guerre, on nous l'a dit assez l'année dernière, hein, le président de la République, le 16 mars 2020, a utilisé au moins 15 fois le mot guerre. Eh bien, on sort de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre 39-45? Eh bien, il y a eu une construction massive de logements sociaux en France. Et bien, moi, je pense que après cette guerre du Covid, il faut qu'on construise aussi massivement du logement social abordable pour les populations, pour la population française. Alors, Sandra, qui nous écoute, veut prendre la parole, donc je vais vous la passer directement. Alors, Sandra, vous devez activer votre micro depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Oui. Alors, c'est bon, on vous entend.
Oui, moi, je suis à la CNL 86, je suis représentant locataire. Je fais partie d'un office public géré par le département de la Vienne. Ma question, ça serait à quand cette fin pour ressortir. Comment? Oui. Alors, c'est bon, on vous entend. Oui. Moi, je suis à la CNL 86, je suis représentant locataire. Je fais partie d'un office public géré par le département de la Vienne. Ma question, ça serait à quand la fin de sortir il nous manque l'essentiel de la question, je crois. Oui. Quand sortir de quoi, Sandra? Est-ce que Sandra, vous pouvez taper votre question sinon dans le chat? Aussi pour sortir des passoires thermiques quand même. Et de la fin de la trêve hivernale, à quand? À la mettre définitive, cette trêve hivernale. Pas de date butoir quand même, ça serait bien parce que dans la période qu'on vit, nous sommes, comme il dit Monsieur le Président, Monsieur Dijamar. Vous avez entendu là la question, non? Moi, j'ai entendu la question. C'est bon. Oui. Je veux bien rebondir sur la trêve hivernale parce que, évidemment, on n'en a pas parlé, mais pour nous, la CNL, c'est année 2021, c'est 0 expulsion. Ça veut dire que nous, on réclame et on exige de la part de Madame Wargon qu'on ait une année blanche pour les expulsions, c'est-à-dire pas d'expulsion. On ne peut pas imaginer, et c'est scandaleux, que l'année dernière, le 10 juillet, on ait mis des gens dehors en pleine pandémie, parce qu'on dit oui, mais c'est pas grave, on va les héberger, etc. Excusez-moi, mais être dans un hôtel Formule 1 à 5, c'est pas ça de mettre en protection les populations. Donc je crois qu'on doit aujourd'hui prendre, et le gouvernement, et j'en appelle au président de la République, pour qu'il y ait une décision importante de prise, 0 expulsion, trêve hivernale non-stop en 2021. 0 expulsion. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je pense que c'est important et je suis complètement d'accord avec Sandra. Je peux peut-être laisser sur les passoires thermiques. Moi, j'ai ma petite idée, mais peut-être que Catherine, elle veut intervenir là-dessus, peut-être. Sur les passoires thermiques, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a changé de thermomètre, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande annonce sur tout l'argent qu'on allait mobiliser pour les passoires thermiques. Et puis, subitement, on a changé la manière de calculer ce qu'était une passoire thermique, quoi, c'est ce qui va se passer. Donc, il y a quand même une énorme hypocrisie dans cette histoire qui va faire changer d'étiquette énergétique certains logements sans qu'on ait besoin d'y faire le moindre travaux. C'est-à-dire qu'on va juste calculer autrement les choses, calculer autrement l'énergie qui est dépensée. Et puis, donc, voilà, c'est juste… je ne sais pas que dire, en fait. Alors, sur les passoires thermiques, moi, je trouve que on avait aussi on a eu une conférence citoyenne sur le climat. Le président de la République avait dit qu'il prendrait toutes les décisions sans filtre, toutes les préconisations, il les prendrait sans filtre. Pour finir, les préconisations, elles sont filtrées, puisque maintenant, on parle de 2028 pour éradiquer donc, les passoires thermiques. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut dire stop. Quand on roule avec une vieille voiture, on fait un contrôle technique. Et si la voiture, elle ne passe pas le contrôle technique, elle est retirée de la circulation. Eh bien, il faut faire la même chose avec les logements. Et alors, on va dire, oui, mais bon, si on retire les logements de la location, ça va encore faire de l'inflation et on va encore augmenter les prix. Mais non, ça veut dire que les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, qui ne font pas les travaux de mise à norme des bâtiments, hein, les fameuses classifications F et G, eh bien, on leur enlève le droit de gérer, on les met sous tutelle et on oblige à faire les travaux. L'État doit prendre la main sur ça, un arrêté de péril, parce que c'est un péril environnemental. Eh bien, on reprend la main là-dessus, on fait nous-mêmes les travaux avec les dispositifs qui existent, parce qu'il y a des dispositifs qui existent et que les propriétaires, quelquefois, ne veulent pas s'embêter à déclencher, parce qu'ils encaissent quand même les loyers finalement. Donc, pourquoi s'embêter à faire des travaux, à faire des dossiers, etc. Donc, on continue comme ça et puis tout va bien. Et surtout, les loyers sont confisqués. On met les loyers sur la caisse des dépôts et consignations
et avec l'argent des loyers, on finance une partie des travaux. Voilà ce qu'il faut faire. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et puis pour commencer, alors moi je souscris tout à fait, mais pour commencer, on pourrait aussi essayer de rendre un peu plus clair et un peu plus facile à comprendre les dispositifs d'aide qui existent, parce qu'il y en a, pour aider les locataires ou pour aider les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants. Enfin, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont essayé de faire des travaux chez eux. Il y a des aides qui sont mobilisables et qui peuvent vraiment inciter à les faire, mais sauf qu'il faut se débattre dans un maquis de paperasse et de différents acteurs qui fournissent ces aides. Et puis, en plus, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que ces travaux coûtent assez cher. Le retour sur investissement, même quand on calfeutre une passoire thermique, il n'est quand même pas pour demain matin. Donc, dire comme incitation, voilà, vous allez baisser vos factures de manière très importante en faisant des travaux qui vont vous coûter très cher, ce n'est pas possible parce que ces travaux ils coûtent effectivement très cher, mais la baisse de la facture, elle prend quand même beaucoup de temps. Et je pense que pour les passoires thermiques, il faut absolument, vous savez qu'il y a aussi une disposition qui existe dans la loi qu'on appelle la troisième ligne. Ça veut dire qu'on fait contribuer les locataires à une partie de l'investissement alors qu'ils ne vont pas forcément avoir le retour d'économie sur leurs factures d'électricité. Il faut absolument suspendre l'application de ce qu'on appelle la troisième ligne, c'est-à-dire la participation des locataires aux travaux d'économie d'énergie. Ça, c'est indispensable. Si on ne fait pas ça, eh bien, finalement, c'est encore les locataires qui vont payer la facture de la rénovation, une partie de la facture de la rénovation. Et ça, je pense que c'est vraiment scandaleux. Je rejoins Catherine en ce sens où on nous fait toujours des annonces en disant qu'on aura toujours plein d'aides pour rénover le logement. Sauf que quand on veut commencer à faire quelque chose, c'est toujours super compliqué et on ne tombe jamais dans la bonne case. Donc, je pense qu'il y a besoin aussi de simplification et d'information, aussi bien des locataires que des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, évidemment, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut préciser quand même, pour être tout à fait honnête, que je crois que c'était il y a 2 ans ou il y a 1 an, le gouvernement a tenté, alors je ne sais pas si c'est avec un grand succès, de faire un guichet unique, c'est-à-dire d'avoir je crois que c'était les dispositifs FAIRE, et il y avait des bureaux régionaux et un numéro de téléphone unique qui était censé permettre d'accéder à toutes les aides ou à toute l'information concernant les aides, mais je ne suis pas sûre que ça a été un succès formidable. Je ne crois pas. Pour poursuivre sur la question de la rénovation, on a encore une question de Yous qui nous demande: est-ce qu'il est temps de dire arrêtez de construire, passons à la rénovation et à la réhabilitation? Ça a le mérite d'être clair. Alors là, il y a beaucoup de maires qui vous ont sûrement entendu parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de programmes qui ont été soumis à quelques moratoires de la part de nouveaux élus qui arrivent en disant on va tout révolutionner. Plus il y a quand même des injonctions du gouvernement sur le zéro artificialisation des sols, etc. etc. Donc, tout ça, c'est formidable parce qu'effectivement, il faut rénover, il y a plein de logements vides, il faut réparer, il faut transformer les bureaux en logements, etc. etc. Mais sauf qu'il y a d'un côté un système de construction qu'on maîtrise très bien, même si il aboutit à des logements parfois trop chers, etc. Mais au moins, on maîtrise. Le système de rénovation et de réparation ou de réhabilitation, on s'attaque à un système urbain qui est déjà éclaté en beaucoup de propriétés, donc des propriétaires privés, des bailleurs de petits immeubles, des bailleurs de gros immeubles, etc. etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour des acteurs qui pourraient intervenir massivement, les gros industriels, les grosses entreprises de BTP, etc. Et même les artisans, d'ailleurs, ça devient beaucoup plus compliqué de se lancer dans ce qu'on appelle des travaux de dentelle urbaine, quoi. C'est-à-dire que c'est des petits marchés, c'est des choses compliquées, c'est des choses beaucoup plus longues. Et bien sûr que l'idéal, ce serait d'arrêter de construire et d'arrêter de consommer des ressources naturelles, notamment du sol. Mais sauf qu'on n'a pas encore trouvé les moyens juridiques, notamment, pour qu'on puisse s'attaquer à une maille urbaine un peu plus grosse que le logement individuel ou que le petit immeuble. C'est-à-dire raisonner par quartier, par exemple, et intervenir à l'échelle d'un quartier, c'est compliqué et pour l'instant, c'est difficile.
Moi, je rajouterais simplement qu'il il faut pas opposer les choses, il faut faire les deux. Il faut construire et puis il faut et aussi réhabiliter. Et puis, ce qu'on disait sur les passeurs thermiques, il faut les supprimer, ça c'est clair. Mais je voudrais simplement faire un petit point sur aussi ce qu'on appelle la densification. Et parce que là, il y a une grosse polémique en disant que la densification, c'est pas du tout environnemental. Ben, je voudrais simplement le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est une écologiste qui le dit et qui dit que notamment la densification, c'est mieux en termes d'environnement que l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'il vaut mieux densifier les villes que d'étaler la construction sur des terrains en plus périphériques et agricoles qui là, finalement, ça prend justement les ressources. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment Emmanuelle Cos, qui est la présidente de l'USH que vous connaissez, qui, lors d'une conférence auquel j'ai assisté, elle précisait bien que la densification était meilleure en termes d'écologie que l'étalement urbain. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la densification, ça peut correspondre à de la construction neuve, mais dans des endroits qui sont déjà construits, c'est-à-dire qu'on va, enfin, dans des endroits où il reste un peu de place, voilà. Mais il y a des villes dans lesquelles on peut, dans des dents creuses, qu'on appelle dents creuses, c'est-à-dire un espace entre deux immeubles, on peut construire, on peut surélever des immeubles, on peut investir des espaces qui ne le sont pas, à condition quand même de ne pas arriver à une qualité de vie urbaine qui devient insupportable parce qu'il y a trop de monde au mètre carré, tout simplement, et parce qu'il y a trop d'immeubles et trop d'habitants au kilomètre carré. Il y a des villes qui sont extrêmement peuplées, qui ne sont pas très agréables à vivre. Mais il ne faut pas confondre non plus densité et grands ensembles, ce qu'on a une grande habitude de faire en France. C'est-à-dire qu'en France, dès qu'on parle de densité, on imagine des quartiers de logements sociaux que certains ont dénoncés comme des hérésies urbaines, etc. En fait, les quartiers de logements sociaux, ils étaient plutôt bien faits, avec des logements plutôt de bonne qualité et plutôt grands. Simplement, ils étaient, et c'était un gros défaut, ils étaient assez loin des villes et parfois enclavés. Mais en termes de densité, ce n'était pas dense du tout. Il y avait au pied de ces immeubles de grands espaces vides la plupart du temps. Donc, ce n'était pas forcément des modèles d'urbanisme extrêmement agréables à vivre. Ce qui est proposé dans la densité dont parle par exemple Emmanuel Cos, c'est dans des villes déjà constituées, on reconstruit des immeubles, on surélève des immeubles pour loger un peu plus de personnes. Mais c'est aussi contre quoi ce à quoi s'opposent certains habitants, en général les derniers arrivés, qui n'ont pas envie de voir leur vue obturée par un nouvel immeuble ou le petit parc en bas de chez eux recouvert par du béton et qui disent ah ben non, not in my backyard. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On va prendre une dernière question de Laurette qui nous dit: le logement social doit-il s'adresser aux plus pauvres ou bien doit-on permettre l'accès à tous pour une vraie mixité et éviter les ghettos? Ouais, il dit c'est pour vous ça. Ah bah oui, non, bah le logement social, il doit pas être réservé qu'aux plus pauvres. Il faut évidemment répondre aux populations défavorisées, mais il faut aussi qu'on ait une mixité sociale. Sinon, on aura en effet des ghettos, des ghettos avec des populations très fragiles, et on aura des ghettos de pauvres et on aura des ghettos de riches, hein. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut en termes de, 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 de population et d'équilibre entre nous. Je pense qu'on a intérêt d'avoir ce qu'on appelle une mixité sociale ou tout au moins un mélange social. Et Dieu sait que c'est compliqué puisqu'on a quand même une loi qui date de 2009, la loi de Madame Boutin, qui a baissé de 10% l'accès au logement, les plafonds d'accès aux logements sociaux, ce qui a exclu d'une catégorie, ce qui a exclu en fait l'accès au logement social d'une grande catégorie de la population, même s'il y a encore beaucoup de gens qui ont accès au logement social. On va prendre des exemples précis puisque c'est des sujets d'actualité. Une infirmière qui est en début de carrière, elle ne peut pas forcément accéder à un logement social de classe intermédiaire, hein. Donc ça veut dire que si on veut avoir des infirmières dans les HLM, eh ben, il faut remonter les plafonds, sinon on n'en aura pas. Donc ça, c'est compliqué. Et alors qu'aujourd'hui, les infirmières, quelquefois, et c'est une préoccupation du gouvernement, parce qu'ils se rendent compte que les personnels soignants
et logés quelquefois très loin des hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas se loger à proximité, notamment avec le parc social. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et je pense que si on ne fait rien pour modifier donc, les plafonds d'accès et si on continue d'appliquer ce qu'on appelle la taxation du surloyer, on va vers des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. Et ce n'est pas du tout satisfaisant pour l'équilibre de la population, à mon avis. Moi, si je peux juste ajouter, en fait, en France, on parle de logement social et de logement non social en fonction de la manière dont le logement est financé. Le logement, il est social parce qu'il est financé par des prêts de la Caisse des dépôts et qu'il est ensuite mis sur le marché à un certain loyer pour des gens qui sont sous un certain plafond de ressources. Et si on était hyper utopiste, on pourrait dire, en fait, ce n'est pas le logement qui doit être social, c'est l'occupant, social ou pas. Et on pourrait imaginer qu'on adapte le loyer ou le prix de vente, enfin pas le prix de vente, mais le loyer à celui qui l'occupe. Voilà. C'est très compliqué et c'est sans doute un retournement, une révolution totale de la manière dont on envisage le logement, mais ça pourrait vouloir dire que le même appartement, il pourrait pendant 5 ans accueillir un locataire social avec un certain loyer et puis un peu plus tard, quand ce locataire-là s'en va, accueillir un autre locataire avec d'autres ressources et un loyer qui serait plus élevé. Et l'inverse serait vrai aussi. Donc, voilà, ce ne serait plus le logement qui serait social, mais ce serait l'occupant qui le serait de temps en temps. C'est un petit peu le sujet sur lequel la CNL, on n'est pas trop d'accord et pas du tout d'accord, même, c'est de vouloir faire comme au Québec, de mettre le loyer au pourcentage du revenu. Ça veut dire qu'on fait du surloyer généralisé. Et ça, pour nous, c'est… Ça dépend après comment on l'encadre. Voilà, c'est un peu compliqué parce que ça peut être mal utilisé. Voilà, oui, je suis d'accord. Il faut qu'on en reparle de ça. J'ai dit que c'était un peu utopiste, mais voilà. utopique d'ailleurs. Mais au Québec, c'est comme ça, au Québec. Si les invités sont d'accord, on peut peut-être poursuivre un petit peu la conférence parce que finalement, on a plusieurs questions qui nous sont arrivées. On a Pauline Gauthier qui nous demande: existe-t-il des normes concernant la conception de logements sociaux prévues ou existantes? Il y a des normes qui concernent la construction de logements sociaux comme elles concernent la construction de logements neufs en général, c'est-à-dire il y a des réglementations thermiques à respecter, il y a un PLU à respecter, des réglementations urbaines, il y a des réglementations notamment sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour un certain nombre de logements qui ne sont plus 100% depuis la loi Elan, un peu moins. Il y a tout un tas de règles qui sont imposées par un permis de construire, par les règlements d'urbanisme d'une commune, parfois par une charte que la commune impose en plus, par le cahier des charges du bailleur social. Est-ce que c'est de ces règles-là dont la personne parle? En revanche, moi, je suis en train de travailler sur justement la qualité et la conception des logements. Il y a très peu de règles, en fait, qui concernent l'aménagement spatial intérieur. Il y a très peu de règles qui concernent le confort à l'intérieur parce que sans doute on doit considérer que c'est un sujet un peu subjectif alors que, comme je disais tout au début de la conférence, c'est possible de l'objectiver, c'est possible de regarder dans une chambre si on peut vraiment mettre un lit de place ou pas, si on peut mettre un lit et une armoire et un bureau, les trois à la fois. C'est un grand luxe, mais c'est quand même utile. Et si dans un séjour, on n'a pas contre un mur un radiateur, ensuite une porte, ensuite une vitre et puis un placard, ce qui fait qu'on peut mettre aucun meuble. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça, c'est pas normé en revanche. Est-ce que, Catherine, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces critères apparemment objectifs qui nous permettent de dire qu'une pièce est agréable à vivre, qu'une pièce est bonne pour la personne qui l'habite? Est-ce que c'est une question par exemple, moi, à l'idéal, on est en train de travailler sur une étude pour laquelle le groupe d'étudiants qui travaille dessus a créé un référentiel de qualité. Et donc, on prend alors, on prend évidemment la taille des pièces, on prend la manière dont sont orientées les fenêtres, de combien il y a de fenêtres par pièce, on prend des choses aussi bêtes et aussi simples, mais aussi essentielles que la manière dont s'ouvrent les portes, dans quel sens s'ouvrent les portes. Si vous avez un couloir avec toutes les portes qui s'ouvrent vers le couloir, et bien là, vous pouvez demander si un architecte habite vraiment dans les logements qu'il dessine, parce que c'est complètement idiot. Des choses comme ça, une porte qui s'ouvre dans un petit cellier qui fait 2 mètres et qui fait que vous ne pouvez rien mettre dans le cellier parce que la porte, le
le volet de rotation de la porte prend toute la place. Après, vous avez les questions des cuisines, par exemple, essentielles les cuisines. On a dans les logements aujourd'hui, la cuisine est devenue un bout du salon en général. Alors pourquoi? Eh ben parce que sinon, il faut faire une porte, et il faut faire une fenêtre, et il faut faire une pièce entière, ce qui grignote, ce qui mange beaucoup de place. Et depuis la loi sur l'accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduite, que je ne critique pas, il se trouve que dans une salle de bain ou dans des toilettes, on doit imaginer assez de mètres carrés pour qu'un fauteuil roulant puisse tourner. Donc, ça fait pas mal. Eh ben, on a agrandi les salles de bain, on a agrandi les toilettes pour des questions réglementaires. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rétréci les cuisines. Ce qui fait que la cuisine se retrouve souvent être, comme je disais, un bout du salon, face au mur. Donc, pour cuisiner ou parfois pour manger, on tourne le dos à la fenêtre, ce qui est quand même très peu confortable. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a plein qui, de mon point de vue, sont des critères objectifs qu'on pourrait peut-être pas imposer, mais conseiller. Il y a quand même des collectivités qui réfléchissent à ça et qui, dans les chartes qui sont imposées aux promoteurs ou aux bailleurs sociaux lorsqu'ils construisent des logements, disent, eh ben voilà, il doit y avoir forcément un balcon sur lequel on peut mettre 2 chaises et une table, et ça à partir du 2 pièces ou à partir même du studio parfois. Tous les logements doivent avoir au moins 2 orientations, ça veut dire qu'on a la lumière à différents moments de la journée, mais ça veut dire aussi qu'on peut créer du courant d'air en ouvrant 2 fenêtres, alors que si toutes les fenêtres sont orientées du même côté, c'est moins facile. Enfin, je peux vous en sortir des dizaines comme ça, mais je ne vais pas vous occuper toute la conversation, mais en tout cas, il y a moyen d'avoir ces critères objectifs. Nous avons Pauline et Mouette qui souhaitent poser des questions directement en prenant la parole. Donc, on va laisser rentrer Pauline dans la discussion. Vous pouvez activer votre micro et voilà. Ah, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors en fait, oui, je pose beaucoup de questions parce que je suis étudiante et on va faire un projet tutoré sur comment aider les personnes qui vivent dans les passoires thermiques. Et du coup, en fait, c'était savoir, ce que je ne comprends pas, pourquoi étant donné qu'il y a des règles des règles thermiques, comme vous avez expliqué, comment ça se fait que des personnes se retrouvent dans des logements où il y a quasiment, où l'isolation est mauvaise. Et pourquoi en fait ces bâtiments existent? Est-ce qu'ils sont là depuis très longtemps et du coup on parle de rénovation, ou est-ce qu'on en crée encore aujourd'hui? Alors il faut espérer que... Non, allez-y, Eddy, parce que je parle. Non, j'allais dire, oui, c'est des vieux bâtiments et donc la difficulté, c'est qu'en fait, les propriétaires, alors je dirais souvent les propriétaires privés, en fait, ils s'ennuient pas à faire des travaux parce qu'ils savent qu'ils vont encaisser les loyers quand même, parce que souvent ils louent ça à des populations très fragiles économiquement, qui finalement préfèrent loger dans une passoire thermique ou que d'être à la rue. Donc finalement, ils préfèrent avoir un toit même si ils chauffent la rue, mais avoir un toit quand même. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que on devrait, et ça renvoie à des notions de permis de louer qui ne sont pas suffisamment, pour moi en tout cas, je pense qu'on devrait intégrer davantage des critères et imposer le permis de louer, c'est-à-dire qu'un propriétaire ne pourrait pas louer son logement s'il ne correspond pas à des normes précises au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans des passoires thermiques, eh bien, une passoire thermique, c'est quoi aujourd'hui? C'est une atteinte à l'environnement, une atteinte financière aux habitants, et c'est une atteinte aussi à la santé des gens. Parce que souvent, les gens qui vivent dans des passoires thermiques, ils ont des problèmes de santé, ou parce qu'ils ne chauffent pas assez, parce qu'ils n'ont plus d'argent, et donc ils se retrouvent avec des problèmes de santé. Donc je pense qu'il y a, en tout cas, si vous faites un mémoire sur ce sujet-là, on peut se rencontrer et puis en discuter, parce qu'on a, nous, plein d'idées là-dessus. Ah bah volontiers, oui. Alors ce serait une vraiment bonne idée parce qu'on est à l'apogée, donc oui, c'est avec plaisir. Et merci du coup pour vos explications. Je pense, Pauline, que vous pouvez laisser un commentaire sur Facebook, on vous donnera un courrier ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez contacter Eddy Jacquemart. Je n'ai pas Facebook en fait.
et ben, dans la discussion dans le chat si vous le souhaitez. Bah, c'est la cnl.com, vous avez l'adresse générique, donc vous pouvez nous écrire là-bas, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. On va laisser maintenant rentrer Mouad dans la discussion qui souhaite également vous poser une question en direct. Mouad, voilà. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors Monsieur Jacquemart, Madame Saba, vous avez donné énormément d'exemples sur les différents points que vous aviez présentés et avec lesquels vous avez illustré les problématiques de la politique de logement. Mais ce que j'ai retenu, c'est surtout que tout tourne autour d'une législation. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, ce que vous venez de dire là tout de suite, il faut rajouter le permis de louer. Est-ce que c'est vraiment une solution? Il ne faut pas aller sur de la densification. Est-ce que c'est vraiment une solution pour tout le territoire français? Est-ce que c'est une solution que pour les métropoles? J'ai envie de savoir comment on pourrait ne plus s'appuyer uniquement sur des lois fixes et construire, on va dire, des lois baromètres ou bien des lois fonctions qui permettraient de s'adapter à la situation, de s'adapter à chacune des situations ou bien à chacune des situations de logement en fonction de la ville, en fonction de la communauté, de la population, enfin, du nombre démographique. Est-ce qu'il y a des outils institutionnels ou bien des outils qui sont à la portée des citoyens qui peuvent permettre de pousser ce genre d'initiative? Parce que les lois d'aujourd'hui, ce sont toujours des lois fixes. Alors, on va mettre un seuil pour le prix du mètre carré, je dis n'importe quoi, sur les loyers. On va mettre un seuil sur le minimum de surface à louer, etc., etc. Mais je trouve que ce ne sont pas des critères, même s'ils restent objectifs, qui vont couvrir toutes les problématiques. Pourquoi? Parce que ça reste des lois fixes qui s'engrainent les unes aux autres pour essayer de résoudre les problématiques. Mais aujourd'hui, avec l'évolution que nous connaissons, avec l'évolution démographique, l'évolution des métropoles, ne serait-ce pas plus intelligent d'avoir, si vous voulez, des procédures, on va dire, techniques qui permettraient d'évaluer le choix à prendre en fonction de la situation? J'espère que je suis clair dans ma question. Je sais pas. Oui, très clair. Si je peux commencer à répondre, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Effectivement, c'est des lois fixes dont vous parlez et souvent des lois nationales. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'appliquent à peu près partout dans le territoire avec un zonage qui permet un petit peu de les moduler, mais pas tant que ça et pas toutes. Et qui s'applique quelle que soit, comme vous disiez, la situation démographique, topographique, historique, sociologique, climatique, etc., qui n'est pas la même à Dunkerque et à Marseille, évidemment. Alors, il y a plusieurs choses en cours. D'abord, il y a les politiques locales de l'habitat qui viennent pallier ou qui viennent se superposer à des manquements des politiques nationales ou qui viennent ajouter. Il y a des aides parfois qui sont ajoutées ou des choix différents. La programmation de ce qui peut se faire sur le territoire n'est pas non plus la même selon les collectivités. Il y a quelque chose qui a été inauguré il y a peu de temps qui s'appelle le permis d'expérimenter. Et là, ça concerne, si je ne me trompe pas, la construction neuve et je ne sais pas pour la rénovation, qui est une manière d'envisager le résultat plutôt que de se contraindre par les moyens. C'est-à-dire, on dit, on va faire un immeuble comme ci ou un quartier comme ça, et on essaye d'y arriver, pas forcément quoi qu'il en coûte, mais parfois en allant un peu au-delà des règles ou en ne respectant pas forcément toutes les règles ou en inventant d'autres, à condition que le résultat final soit l'objectif qu'on poursuivait et en adaptant parfois des règles juridiques, des règles assurantielles, des règles de financement, etc. Il y a quelques programmes expérimentaux dans des établissements publics. Je sais qu'il y en a à Bordeaux, à Paris et je crois à Lille, j'ai dit sera peut-être. Donc, ce permis d'expérimenter laisse envisager peut-être de faire un peu autrement. Et puis on va voir ce qu'elle va donner, mais il y a une loi qui s'appelle la loi 4D, qui est
un peu en suspens en ce moment. C'est pas trop si elle va arriver en Conseil des ministres et puis ensuite au Parlement, qui parle donc, je ne sais plus tous les D, mais il y a déconcentration, décentralisation, puis il y en a deux autres, je ne sais plus lesquels. Mais en tout cas, l'idée, c'est une nouvelle phase de décentralisation et l'idée, c'est de confier de nouvelles compétences aux collectivités. Et la compétence logement, si tant est que les collectivités veulent s'en saisir, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est leur territoire, et puis finalement, le permis de construire, il est toujours dans les mains du maire, hein, donc c'est quand même lui qui décide à la fin. Ça pourrait être une nouvelle réflexion sur une manière de faire différemment. Alors là, je comprends... je m'aperçois que je parle beaucoup du territoire. Vous ne parliez pas que du territoire, si j'ai bien compris, vous parliez aussi des différences d'acteurs et de contextes peut-être économiques et politiques. Là-dessus, c'est moins clair. Il y a des... On réfléchit à de la concertation, on réfléchit à de la participation, mais c'est toujours un peu de l'habillage et un peu de l'affichage politique pour finalement appliquer quelque chose qu'on sait faire et qui s'applique un peu partout. Donc, ma réponse n'est pas très optimiste, mais voilà, c'est ce que j'en sais en tout cas. Merci, c'est clair. Sur les lois, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on soit prudent parce qu'en fait, on ne peut pas avoir forcément des choses à la carte en fonction de tendances de majorité dans des collectivités. Donc, il faut faire attention. Donc, les lois nationales, c'est aussi une protection pour les citoyens d'être traités d'être traités de la même façon sur le territoire de la République. Donc ça, c'est un premier point, en tout cas, ce qui me concerne. Après, Catherine en a parlé, mais il y a évidemment, les lois ne fichent pas forcément, mais elles posent un cadre. Et c'est vrai qu'il y a des souplesses qui existent et sur lesquelles les collectivités peuvent se saisir d'expérimentation. Par exemple, le permis de louer, en fait, il était pas imposé. C'était les collectivités qui pouvaient le demander. Donc, comme l'encadrement des loyers, par exemple. Voilà, donc il y a quand même les choses, je dirais, je trouve, moi, qu'on est quand même finalement dans un bon équilibre entre des lois qu'il faut respecter, tout le monde doit respecter le code de la route, par exemple. Je pense à la loi SRU, notamment, c'est mon obsession, la loi SRU qui doit être respectée partout, mais il y a des possibilités d'adaptation en fonction des territoires et il y a plein de dispositifs qui peuvent permettre quand même de laisser l'expérimentation. Alors je confirme, Catherine, que Lille fait partie des collectivités, des bons élèves en termes de logement, puisque tout à l'heure vous parliez des OFS. Oui, je crois que c'est à Lille qu'ils ont créé le premier, je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, voilà, donc il y a des villes progressistes, il y a des collectivités progressistes qui lancent des expérimentations et je crois qu'on est dans le bon équilibre. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses et ça nous permet quand même d'être quand même sur une égalité républicaine aussi, les lois. Hein, voilà, je pense. Merci. Merci Catherine, merci Eddy pour cette intervention et d'avoir répondu à toutes les questions des personnes. J'avais encore une question. Moi, c'est ça que je déplore, monsieur Eddy Jacquemin, je suis à la CNL 86, c'est qu'on n'a plus de ministère de logement. Nous sommes rattachés au ministère de l'écologie. Nous, pour moi, le logement, c'est une grande partie de notre vie quand même. Nous sommes un peu les oubliés, non? Dans cette affaire maintenant, le logement, nous sommes mis à part quand même. Eh oui, mais bon, ça, c'est non, mais je déplore ça. Pourquoi qu'on a plus... Pourquoi il y avait monsieur Julien de Normandie qui était avant au poste de ministre de logement que j'avais vu au congrès à Versailles, que j'ai rencontré. Et là, je déplore. On en parle, nous, dans nos CA. Moi, j'en ai parlé aussi. Voilà, nous sommes les oubliés, le logement, le logement social, tout. On n'a plus de ministère. Nous sommes rattachés. On ne peut plus travailler. Mais vous savez que si on regarde depuis 1953, on pourrait remonter plus loin, les moments où il y a eu des ministres d'État
du logement sont extrêmement rares. Le ministre du logement ou la ministre du logement est très souvent un secrétaire d'État, très souvent un ministre délégué, très souvent un ministre sous tutelle d'un autre ministère. Donc après, il vaut mieux compter sur la personnalité des ministres qu'on a. Emmanuel Cos l'a été, Cécile Duflot a été ministre, etc. Plutôt que le titre qu'ils ont. Alors évidemment, la place dans le gouvernement, elle est importante parce qu'ils ont souvent à se battre avec d'autres ministres et notamment avec Bercy. Mais bon, finalement, si vous regardez dans l'histoire, ce n'est pas forcément le titre qui a fait la personnalité ou l'efficacité du ministre ou de la ministre. Merci. Nous allons laisser nos invités vaquer à leurs occupations et les libérer. Donc, merci Catherine, merci Eddy, merci aux personnes qui nous ont suivis, merci d'avoir eu le courage de poser des questions. Et vous pourrez retrouver la conférence qui vient de se tenir sur la page du Kremlin 17. Donc, ce sera plus en live, vous aurez la conférence en entier. Et à une prochaine, du coup, sur l'Université populaire numérique de la ville du Kremlin 17. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Catherine, bonsoir. Bonsoir Eddy, au revoir. Bonsoir et merci.